Alors bonjour à tous, merci d'avoir eu le courage de vous lever tôt pour assister à cette conférence intitulée « Le Bitcoin et la monnaie, révolution ou restauration ». Et donc on va parler ici des liens qu'entretiennent le Bitcoin avec l'histoire de la monnaie et comment elle peut s'ériger en successeur légitime des monnaies officielles. Alors vous tous qui êtes ici, j'imagine que vous pensez que le Bitcoin est un instrument révolutionnaire. C'est un constat qui est partagé par tous, y compris les détracteurs du Bitcoin. Ceux qui détestent le Bitcoin admettent que c'est un outil révolutionnaire, mais enfin ils admettent que cette révolution advienne pour le pire, là où les partisans du Bitcoin, naturellement, pensent que cette révolution advient pour le meilleur. Et s'il n'en était rien? Et si, au contraire, le Bitcoin n'était pas vraiment une révolution? Alors, je ne dis pas ça pour dénigrer le Bitcoin, sinon je ne serais pas invité ici. Et comme j'aimerais bien venir l'année prochaine, on va s'abstenir de dénigrer le Bitcoin dans cette salle. Simplement, le propos que je voudrais développer avec vous, c'est et si finalement le Bitcoin, moins qu'une révolution, était une restauration des principes monétaires qui ont longtemps guidé nos sociétés et que nous n'aurions jamais dû abandonner. C'est en tout cas l'idée que je voudrais explorer avec vous en retraçant l'histoire de la monnaie et en observant comment le Bitcoin s'inscrit dans cette histoire, tout en montrant que c'est parce que le Bitcoin est finalement une restauration des principes monétaires que nous n'aurions jamais dû abandonner qu'il peut s'ériger en concurrent sérieux, voire en successeur légitime des monnaies officielles. Alors, Victor Riquetti de Mirabeau, qui est le père du Mirabeau, la grande figure de la Révolution française, avait cette phrase intéressante en disant « Les deux plus grandes inventions de l'homme sont l'écriture et la monnaie, c'est-à-dire la langue commune des idées et la langue commune des intérêts. » Et je trouve, pour ma part, cette phrase intéressante parce qu'elle traduit un idéal. La monnaie est l'instrument fédérateur et universel par excellence. C'est l'instrument censé instaurer une harmonie entre les intérêts des hommes qui composent les sociétés actuelles, et en même temps, cette phrase révèle un contraste, puisque cette monnaie censée incarner la langue commune des intérêts n'a cessé de faire l'objet d'erreurs, de mésententes, de mécompréhensions, de conflits, de préjugés, voire d'hostilités, et j'en veux pour preuve que certains mouvements utopistes avec énormément d'influence ont fantasmé, par exemple, sur la disparition de la monnaie. J'ai l'exemple ici d'un philosophe humaniste du XVIe siècle, Thomas More, qui dit que la pauvreté même, qui seule paraît avoir besoin d'argent, la pauvreté diminuerait à l'instant si la monnaie était complètement abolie. Thomas More, c'est celui qui écrit en 1516 un ouvrage qui s'appelle Utopia. Il imagine une cité imaginaire où il n'y a pas de monnaie et où tout se passe bien dans le meilleur du monde, dans la mesure où la monnaie a disparu. Alors l'avantage avec ce genre d'utopie, c'est qu'il est assez facile de la déconstruire et de la réfuter et de montrer qu'en fait un monde sans monnaie, loin d'être un monde paradisiaque, serait au contraire un monde cauchemardesque. Il est en effet très facile d'imaginer à quoi ressemblerait un monde sans monnaie, puisque l'histoire fournit des exemples de sociétés qui ont tenté de se débarrasser de la monnaie, qui n'avaient pas la monnaie, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'étaient pas des sociétés où la prospérité était généralisée. Alors évidemment, sans monnaie, une société sans monnaie n'est pas affranchie de la nécessité de pratiquer le commerce, les échanges, pour une raison très simple, c'est que nous vivons dans un monde de rareté où les richesses ne tombent pas du ciel, et tout seul, on a beaucoup de mal à subvenir à nos besoins. Donc on est obligé de vivre en société pour commercer, pour échanger, et on sait que sans monnaie, le commerce prend généralement soit la forme du troc, je t'échange un bien contre un bien contre un service contre un service, un service contre un bien, bref, ou alors la forme du crédit. Je t'échange un bien, non contre un bien, mais contre une reconnaissance de dette, c'est-à-dire contre l'obligation de me fournir un service dans le futur. Donc le crédit dans un monde sans monnaie est un troc différé dans le temps. Mais vous voyez bien qu'un monde qui fonctionne avec le troc est un monde très compliqué, puisqu'il vous faut trouver le type qui a le bien que vous voulez et qui désire le bien que vous avez. Les économistes appellent ce problème le problème de la double coïncidence des besoins. Il est beaucoup plus simple
d'avoir un instrument d'échange universel qui permet de faciliter les échanges, là où le troc, effectivement, limite les possibilités d'échange et de commerce et rend le commerce beaucoup moins efficace. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les sociétés ont besoin de monnaie, en tout cas si elles veulent atteindre un niveau de développement important. D'où les trois fonctions de la monnaie, des fonctions qu'avait déjà identifiées Aristote durant l'Antiquité, fonction d'instrument d'échange, bien sûr, fonction d'unité de compte pour comparer les marchandises, et fonction de réserve de valeur pour permettre aux détenteurs de monnaie d'épargner pour effectuer des échanges dans le futur, ce qu'on appelle des échanges intertemporels. De là découlent les 6 caractéristiques idéales d'une marchandise qui prétend au statut de monnaie. Une monnaie idéale doit être facilement transportable, c'est mieux. Divisible en sous-unités pour effectuer toutes sortes de transactions de faible valeur, d'importante valeur. Une monnaie doit être durable dans le temps, c'est-à-dire résister à l'usure du temps. C'est la raison pour laquelle nos sociétés ont abandonné les denrées alimentaires qui, jadis, servaient à faire du troc. Ces denrées alimentaires avaient l'inconvénient d'être périssables, donc elles ne pouvaient pas être des réserves de valeur crédibles. Cette monnaie doit faire l'objet d'une certaine rareté. Sans rareté, il y a abondance, et l'abondance dilue la valeur de la marchandise, puisque toute chose égale par ailleurs, plus une marchandise est abondante, moins elle vaut. Idéalement, cette marchandise doit avoir une utilité non monétaire, et enfin, elle doit s'intégrer dans un environnement institutionnel sûr. C'est-à-dire qu'elle doit s'intégrer à un régime politique de qualité qui protège la propriété de celui qui détient la monnaie. Alors vous aurez remarqué que quand on a commencé donc avec cette définition purement technique de la monnaie, je n'ai pas prononcé une seule fois le mot fonction régalienne ou le mot État. Donc la définition purement technique de la monnaie n'implique pas nécessairement que cette monnaie soit frappée par un État. Alors à l'école, on a tous appris que la monnaie était nécessairement une fonction régalienne, mais là ce n'est qu'une posture dogmatique qui ne correspond à pas grand-chose, en tout cas sur le plan économique, et pas grand-chose aussi sur le plan historique, car lorsqu'on étudie l'histoire de la monnaie, on peut recenser énormément d'épisodes durant lesquels la monnaie n'était pas nécessairement un monopole d'État. Ici, le témoignage d'un historien français, Louis-Germain Martin, qui fait une photographie du système monétaire, notamment médiéval. Le droit de battre monnaie fut revendiqué par un grand nombre de seigneurs. Voilà, il y avait 80 seigneurs au début du XIIIe siècle, et Louis-Germain Martin nous apprend que le droit de frapper de la monnaie était parfois partagé par des ecclésiastiques, des laïcs, des particuliers. Donc, la monnaie n'est pas nécessairement un attribut étatique au regard de l'histoire. C'est un exemple parmi d'autres de cette réalité. Quand on parle des expériences monétaires privées, on cite aussi souvent le cas des bons d'orfèvre, c'est-à-dire que dans la seconde moitié du XVIIe siècle, les bourgeois londoniens qui ont été volés par Charles Ier se tournent vers les orfèvres, donc les artisans qui travaillent les métaux précieux, et donc les orfèvres étaient chargés de garder le métal des bourgeois en échange d'un reçu, le bon d'orfèvre, que beaucoup d'historiens estiment être l'ancêtre du billet de banque en Angleterre, et donc c'était des billets qui étaient émis par des acteurs privés. Donc là encore, un exemple de monnaie non nécessairement émise par une autorité étatique. Toujours, si l'on doit recenser les épisodes de monnaie privée dans l'histoire, on peut citer l'exemple des fabricants de boutons de Birmingham. C'est l'économiste américain George Selgin qui raconte cette histoire. Au début de la révolution industrielle, certains industriels avaient du mal à trouver de la petite monnaie pour des transactions de faible valeur et pour payer leurs salariés. Donc, comme il n'y avait pas de monnaie pour les transactions de faible valeur, ils se sont dit bon, pourquoi pas fabriquer notre propre monnaie. Et donc, vous avez des industriels à Birmingham qui sont mis à frapper des monnaies en cuivre pour payer leurs salariés. Et c'est une expérience qui a duré jusqu'au début du XIXe siècle, avant d'être interdite par les autorités britanniques.
Dernier exemple enfin de monnaie privée, c'est le cas de ce qu'on appelle les banques libres. Pendant très longtemps, il y a une soixantaine de pays qui ont expérimenté ce qu'on appelle le système de la banque libre. Même en France, on a connu ce système entre 1795 et 1802. C'était un système où des banques commerciales ordinaires émettaient des billets de banque convertibles en métaux précieux. Ces expériences ont duré parfois pendant plusieurs décennies, voire plus d'un siècle, notamment aux États-Unis. Donc on avait un système monétaire administré essentiellement par le secteur marchand, le secteur privé, un secteur composé de banques qui émettaient des billets en échange, qui étaient convertibles en métaux précieux. Là encore, ces expériences ont été arrêtées avec l'émergence des banques centrales quand l'État voulait un peu partout s'approprier le monopole monétaire. Mais enfin, tous ces exemples vous montrent que l'idée même de monnaie privée n'est absolument pas nouvelle, n'est absolument pas une anomalie, en tout cas si l'on regarde un peu l'histoire de la monnaie. Alors bien sûr, les autorités ont toujours, il est vrai, recherché le monopole de l'émission monétaire. Quand quelqu'un vous dit que la monnaie est une fonction régalienne, ce qu'il veut dire en fait, c'est que pendant très longtemps, les rois, les monarques, les seigneurs, les bureaucrates ont toujours cherché à s'accaparer le monopole de la monnaie. Ici, on a une citation de Philippe le Bel qui insiste bien auprès de ses vassaux que la monnaie, c'est lui et personne d'autre. Donc il est vrai que les États ont toujours cherché à s'accaparer le monopole de la monnaie, mais ce n'est pas parce que ces États ont toujours été avides du monopole monétaire qu'il faut en déduire que la monnaie était de bonne qualité entre les mains de ces gens-là. Et pour le coup, Philippe le Bel est un exemple assez éloquent puisqu'il a hérité du titre peu glorieux de roi faux-monnayeur, puisqu'il avait en effet l'habitude de trafiquer des pièces, de les diluer. Là où il a subi sans doute une injustice, c'est qu'il est le seul à avoir hérité du titre de roi faux-monnayeur, alors que ses successeurs ont fait pire. Donc chaque fois que l'on entend effectivement que la monnaie est un monopole d'État, il faut tout de suite se souvenir que, en admettant que les États ont longtemps cherché à monopoliser la monnaie, une monnaie étatique n'a jamais été un gage de qualité. Au contraire, on peut aussi en étant un peu taquin, rappeler que les pires catastrophes monétaires de l'histoire de l'humanité ont toutes été perpétrées par les États. C'est ce que constatait Friedrich Hayek dans un ouvrage paru dans les années 70. Quand on regarde l'histoire de la monnaie, en effet, on peut se demander pourquoi les peuples ont longtemps supporté le monopole monétaire des États, alors qu'objectivement, le bilan de cette aventure n'était pas toujours très glorieux. Alors, les catastrophes monétaires les plus retentissantes de l'histoire, on peut en citer quelques exemples. Ce qu'on peut dire, c'est que ces catastrophes, ces manipulations monétaires ont très tôt été condamnées. CF ici l'exemple de Nicolas Orem, qui était un économiste du XIVe siècle, qui à l'époque déjà condamnait le faux monnayage des rois, le faux monnayage des seigneurs, leur tendance à manipuler la monnaie, même si son conseil est malheureusement resté lettre morte, car même si, à partir de cette période, les élites intellectuelles vont commencer à condamner les manipulations monétaires, ça ne suffira pas, évidemment, à les arrêter. Alors, je disais tout à l'heure que les pires catastrophes monétaires de l'histoire moderne ont été perpétrées par les États. L'expérience de John Law est une expérience assez connue, puisque à la mort de Louis XIV, John Law va voir le régent du royaume de France en lui proposant un système monétaire fondé sur le papier-monnaie, avec une conception assez étrange de la monnaie, puisque lui pense que il n'y a pas de moyen d'améliorer notre condition autrement que par l'accroissance de notre numéraire et de la quantité de monnaie. En ce sens, John Law peut être considéré comme le fondateur de ce qu'on appelle la Mugabe School of Economics, du nom du dictateur du Zimbabwe qui avait l'habitude d'imprimer beaucoup de monnaie en créant une hyperinflation dans son pays. Évidemment, avec une telle conception de la monnaie, l'expérience de John Law ne pouvait que mal se terminer, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Autre exemple de catastrophe monétaire assez connue, la période des assignats sous la Révolution française. Après avoir confisqué les biens de l'Église, les révolutionnaires émettent des assignats en contrepartie de ces biens ecclésiastiques, mais enfin ils en émettent énormément.
ce qui contribue à diluer le pouvoir d'achat de la monnaie. Donc ça fait partie effectivement des pires catastrophes de l'histoire moderne. Autre exemple assez connu, l'hyperinflation sous la République de Weimar entre l'entre-deux-guerres. Donc autant d'exemples qui vous montrent que la monnaie entre les mains des États ne s'est pas toujours, ça s'est pas toujours très bien passé. Alors c'est vrai qu'à l'époque, le faux monnayage étatique était tempéré par le système de l'étalon or. L'étalon or, c'est un système qui avait cette vertu de modérer le faux monnayage des États, puisque à chaque fois qu'une banque ou qu'un État imprimait beaucoup trop de billets, il s'exposait au risque de voir les métaux précieux fuir, et donc il s'exposait à une pénurie de métaux précieux. Cependant, l'étalon or, malheureusement, n'a pas survécu au faux monnayage des États, puisqu'il était assez courant pour les États de suspendre la convertibilité des billets en métaux précieux. La preuve de la fragilité, de la vulnérabilité du système de l'étalon or, c'est que finalement nous n'utilisons plus ce système. Avec la fin du système de Bretton Woods, les monnaies officielles ne sont plus arrimées à un actif rare. Hein. Souvenez-vous des qualités nécessaires au statut de monnaie. Il faut que la monnaie fasse l'objet d'une certaine rareté. L'or avait été choisi par les sociétés humaines pour cette raison. Or, depuis la fin de l'étalon or, nos monnaies ne sont plus adossées à des actifs rares, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, notre système financier est devenu déséquilibré. À ceci près, alors on peut aussi tempérer ce que je dis sur le système de Bretton Woods, parce que ce n'était pas un système non plus qui était parfait. C'était un système dans lequel seul le dollar était convertible en or, ce qui rendait le système encore beaucoup plus vulnérable. C'est la raison pour laquelle Jacques Rueff, qui était un économiste et un proche conseiller du général de Gaulle, était lui-même très critique vis-à-vis de ce système de l'étalon or, parce qu'il consistait déjà à introduire une brèche, finalement, en diminuant la convertibilité des billets en or. Toujours est-il qu'après le système de Bretton Woods, nos monnaies donc ne sont plus adossées à un actif rare. Nous sommes entrés dans l'ère du papier-monnaie intégral, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui gouvernés par un système monétaire fondé sur des monnaies qui sont qu'on peut facilement produire, ce qui a longtemps été perçu comme une hérésie par tous les grands théoriciens de l'économie. J'ai ici une citation de Montesquieu qui est assez éloquente. Tout papier-monnaie n'est qu'une fortune gonflée de vent. Il entendait par là que chaque fois que vous avez un papier-monnaie non adossé à un actif rare, généralement, la valeur de ce papier se déprécie. Ici, une autre citation de Mirabeau qui est au moins aussi sévère. Tout papier-monnaie est une orgie de despotisme en délire. Donc, chaque fois que quelqu'un vous vante les vertus du papier-monnaie, il faut rappeler que c'est un système qui est très fragile et qui, pendant très longtemps, paraissait inconcevable dans la tête des grandes figures, en tout cas des grands théoriciens de la politique et de l'économie. Preuve aujourd'hui que notre système monétaire est un peu vicié, c'est tout simplement l'évolution du pouvoir d'achat des monnaies officielles. Ici, on a une courbe qui représente la dilution du pouvoir d'achat de l'euro à mesure que la Banque centrale européenne mène des politiques inflationnistes. On peut dire la même chose de toutes les monnaies officielles. Ici, c'est une illustration de l'évolution du dollar qui a perdu plus de 95% de sa valeur en un siècle, en 120 ans. Donc c'est quand même pas négligeable. Ce qui montre que nos monnaies officielles ne jouent plus leur rôle de réserve de valeur. Et c'est un peu ça qu'on leur reproche aujourd'hui. Évidemment, pour vous montrer à quel point cette situation est anormale, je vous propose de comparer le cours des monnaies comme l'euro et le dollar à celui de l'once d'or. Ici, on a un graphique qui montre l'évolution de l'once d'or. Donc, c'est un moyen de réaliser en effet le caractère anormal de l'évolution des monnaies officielles qui ne jouent plus leur rôle de réserve de valeur. Alors,
On ne peut pas comprendre l'apparition du Bitcoin, l'émergence du Bitcoin, si effectivement on ne le remet pas en perspective et on ne le compare pas avec les défauts des systèmes politiques et économiques financiers actuels. Aujourd'hui, nos monnaies, l'euro, le dollar, sont administrées par des banques centrales qui ont un pouvoir discrétionnaire en matière de création monétaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent imprimer des monnaies à volonté, ce qui contribue à diluer leur pouvoir d'achat, là où le Bitcoin a l'avantage de se protéger précisément contre le faux monnayage, puisque vous le savez, le Bitcoin est administré par un protocole informatique qui promet qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. Le Bitcoin fait donc l'objet d'une politique monétaire lisible, prévisible, publique. Ici, on a la courbe d'émission de Bitcoin. On sait que d'ici 2100, on n'aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. Le Bitcoin est donc une monnaie qui tente de reproduire ce qui avait hier les caractéristiques des métaux précieux, à savoir une rareté qui fait que celui qui détient du Bitcoin a la garantie qu'il ne sera jamais surpris par la planche à billets. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit là bien d'une restauration, c'est-à-dire que pendant très longtemps, nos sociétés étaient gouvernées par l'étalon or, qui était un moyen pour les hommes d'avoir un actif rare qui sert de réserve de valeur. Cette rareté a disparu avec la fin de l'étalon or, avec la fin de Bretton Woods, et Satoshi Nakamoto a bien évidemment tenté de réintroduire finalement ce mécanisme de la rareté en mettant sur le marché une monnaie qui garantit qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. On revient ici donc aux critères qui font la qualité d'une monnaie et en insistant sur la dimension de la rareté, puisque c'est bien sur ce critère-là que le Bitcoin se démarque par rapport aux monnaies officielles. Et on pourrait aussi ajouter qu'il se démarque aussi vis-à-vis du critère de l'intégration dans un environnement institutionnel sûr, puisque le défaut de l'étalon or, c'est que c'était un système qui était extrêmement vulnérable à la corruption et à la confiscation. La preuve, c'est qu'on ne l'utilise plus. Et que même lorsqu'on l'utilisait, il était assez facile pour les gouvernements d'attaquer finalement les détenteurs de monnaie, soit en prohibant l'exportation de métaux précieux, soit en interdisant le commerce de métaux précieux, comme ce fut le cas par exemple pendant la Grande Dépression aux États-Unis, ou même comme ce fut le cas pendant la Révolution française. Après la Révolution, les révolutionnaires interdisent pendant quelques années l'usage des métaux précieux pendant la période des assignats. Or, le Bitcoin est administré par une infrastructure informatique décentralisée qui non seulement garantit la rareté de la monnaie, mais garantit aussi que les transactions seront toujours affranchies de la censure politique, ce qui renvoie à l'intégration dans un environnement institutionnel sûr. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le Bitcoin n'est évidemment pas une monnaie sortie de nulle part, c'est-à-dire que la théorie qui sous-tend le Bitcoin est assez ancienne. Ici, on a une citation de Friedrich Hayek, donc le prix Nobel d'économie dont je vous ai parlé, qui, dans les années 70, publie un ouvrage appelé « La dénationalisation des monnaies », où il prône justement une libre concurrence monétaire afin d'imposer une discipline qui empêcherait les gouvernements de manipuler la monnaie. Alors, Hayek, à l'époque, était sans doute incapable de concevoir l'éventualité d'une monnaie comme le Bitcoin, mais on est en tout cas forcé de constater que la philosophie qui aujourd'hui sous-tend le Bitcoin correspond aux prescriptions de beaucoup d'économistes sérieux, ce qui en fait évidemment une monnaie crédible. Et c'est la raison pour laquelle il faut, chaque fois qu'on est confronté à quelqu'un qui vous explique que la monnaie est nécessairement une fonction régalienne, qu'une monnaie ne peut pas être administrée par le secteur privé, il faut lui rappeler tout simplement que ce préjugé ne correspond pas à grand-chose au regard de la théorie économique, et que dans ces conditions, le Bitcoin a toutes ses chances pour s'ériger en monnaie de référence demain. Merci beaucoup.